Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Nous sommes le jeudi 21 janvier, il est 13h précise. À Paris, c'est l'heure de votre rendez-vous avec Société, l'autre regard sur l'actualité. Toute l'équipe est là pour vous. Aujourd'hui, nous avons un programme chargé. Regardez. La situation en Centrafrique préoccupe. Dans le pays ravagé par le conflit, une évaluation menée par l'ONU révèle que la moitié de sa population, soit 2,5 millions de personnes, est en proie à la famine. Des chiffres plus qu'inquiétants. Qui ne s'est jamais vu entendre qu'il ne fallait pas gâcher ? Nourriture, ressources naturelles, il est plus que jamais évident que chacun doit participer à cette démarche environnementale. Même les gouvernements s'y mettent. Prévention du gaspillage, don ou compost, les actions sont nombreuses. Le grand dossier s'intéresse aujourd'hui aux femmes au volant. Sont-elles des conducteurs comme les autres, parfois confrontées au machisme ? L'automobile peut être la porte vers la liberté que dans certains pays on leur refuse encore. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose tout de suite de faire un point sur l'actualité. La prolongation de l'état d'urgence, tout à fait probable, déclaration de François Hollande, alors que l'efficacité des mesures actuelles est discutée en France suite aux attentats de Paris, l'état d'urgence avait été décrété jusqu'au 26 février prochain. Et c'est une première pour un chef de gouvernement socialiste, Manuel Valls. C'est à Davos, dans l'antre de la finance mondiale. Mission séduction pour le Premier ministre français accompagné d'Emmanuel Macron. Ils sont les VRP de la France. Objectif, stopper le French bashing. Et 10 ans plus tard, la blessure est toujours ouverte. Le 21 janvier 2006, le calvaire d'Ilan Halimi démarré, séquestré, torturé et finalement assassiné parce que juif. Depuis, l'antisémitisme n'a fait que s'aggraver en France. En Israël, premières images de la toute nouvelle barrière de sécurité à la frontière jordanienne après la Cisjordanie, après l'Égypte. Cette nouvelle clôture devrait là aussi prouver son efficacité. Et je vous propose aujourd'hui comme grand thème du jour de parler ensemble d'un fléau, la famine dans le monde. Plus de 2 millions de personnes sont en proie à un manque drastique de nourriture. C'est une évaluation d'urgence de la sécurité alimentaire menée par un programme mondial des Nations Unies qui révèle que la moitié de la population de Centrafrique pourrait manquer de nourriture dans les prochains mois. Un chiffre qui a doublé en un an à cause du conflit qui ravage le pays. Je suis sûre que ce sujet vous inquiète. Sarah Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes devant votre ordinateur. Vos questions, vos commentaires, votre avis nous intéressent. Écrivez-lui sur le mail qui s'affiche en bas de votre écran. Elle intervient en direct. Regardez le reportage de Jonathan Serrero et on en parle après. Des casques bleus postés à un checkpoint, des maisons en ruine. Bangui, la capitale centrafricaine, porte les stigmates de 3 années de guerre civile. Le conflit a aggravé les problèmes récurrents de malnutrition. Une évaluation d'urgence a été publiée mercredi par le Programme alimentaire mondial de l'ONU. Près de 2,5 millions et demi de personnes sont en proie à la famine. Le Programme alimentaire mondial est extrêmement inquiet quant à la situation alimentaire qui empire en Centrafrique. Une personne sur 2 en Centrafrique souffre de malnutrition et ne sait pas où obtenir son prochain repas. Les gens les plus touchés sont ceux qui décident de rentrer dans leur village et les centaines de milliers de personnes qui restent réfugiées au sein de la Centrafrique. Le Programme alimentaire mondial fait tout ce qu'il peut pour répondre à la situation alarmante, mais il a besoin de soutien. Devant l'insécurité persistante, les familles abandonnent leurs biens. Les enfants sont retirés de l'école et laissés à l'abandon. Les mères se pressent dans les dispensaires pour assurer la survie de leurs bébés. Après qu'on nous a chassés, nous sommes venus de Saint-Sauveur. Depuis le 26 septembre, nous avons fait 4 mois ici. Nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup de soucis parce qu'il y a beaucoup d'enfants et personne pour m'aider. Mon mari a disparu. Le Programme alimentaire mondial attend de recevoir la somme de 41 millions de dollars d'ici le mois de juin pour répondre aux besoins urgents. 45% de ce montant est déjà financé par l'institution onusienne.
Jonathan Serrero, bonjour. Le problème de la famine qui ne date pas d'aujourd'hui. Oui, on l'a entendu dans le reportage, la cause principale de cette famine galopante est le conflit qui déchire le pays entre les rebelles musulmans et les milices d'autodéfense catholiques. Il se trouve que la population musulmane sur place est victime d'une épuration ethnique, et ce, malgré la présence des forces françaises qui sont actuellement en Centrafrique. Résultat de ce conflit, les agriculteurs souffrent de l'absence de cette population, et le manque à gagner est énorme. Ça va même au-delà du simple souci commercial, Valérie. La rudesse des combats conduit les agriculteurs donc à fuir les zones de conflit. Évidemment, chers téléspectateurs, ce problème vous inquiète. Il y a déjà des questions sur Internet, Sarah Martinez. Oui, première question de Charlie de Reims. Depuis que je suis née, j'entends parler de famine et de drame en Afrique. Avec notre arsenal de technologie, quand va-t-on en voir la fin ? Maurice ? Il faudrait déjà mettre fin au conflit et au dérèglement climatique pour en voir la fin, mais j'ai envie de dire à Charlie, pour pouvoir répondre à sa question, qu'il faut faire la distinction, comme le font d'ailleurs les Nations Unies, entre les pertes et le gaspillage alimentaire. La perte alimentaire mesure la diminution de la masse comestible de la récolte, la transformation et son stockage. Ceci implique directement les producteurs, les transporteurs et les stockeurs. Le gaspillage, lui, est la perte qui a lieu durant la vente au détail et la phase de consommation, qui implique les détaillants et les consommateurs. Alors, pourquoi cette distinction est-elle importante ? Parce que, comme on peut le voir sur ce graphe que je vous ai préparé, le gaspillage alimentaire dans les pays industrialisés est aussi important que les pertes alimentaires dans les pays en développement. Alors, pour illustrer ça, ce chiffre effarant, le gaspillage alimentaire par les consommateurs dans les pays industrialisés représente 220 millions de tonnes et presque aussi élevé que le total de la production alimentaire nette enregistrée, par exemple, en Afrique subsaharienne, 230 millions de tonnes. Alors vous voyez, si on arrivait déjà à supprimer ce gaspillage et ces pertes, peut-être que la planète serait plus vivable. En Tunisie, les agriculteurs sont extrêmement inquiets pour la prochaine saison. En effet, le pays est frappé par une vague de sécheresse sans précédent. L'importance de l'eau en Tunisie est considérable, mais elle est répartie de manière très inégale sur le territoire. Jonathan Serrero. Oui, en effet, Valérie, et pour illustrer tout de suite vos propos, on va voir tout de suite cette carte de la Tunisie. On va s'apercevoir des inégalités de répartition de l'eau dans tout le pays. C'est le nord tunisien qui détient plus de la moitié des eaux, des nappes phréatiques, avec 59% des ressources. Le centre et le sud ne possèdent que 18 et 23% des eaux du pays. Et lorsque l'eau manque, c'est toute l'agriculture qui s'effondre, et par ricochet aussi l'économie du pays. On va donner quelques chiffres tout de suite. L'agriculture en Tunisie représente 10% du PIB. Aujourd'hui, la Tunisie mobilise 90% de ses ressources en eau, et ce chiffre passera même à 95% d'ici 2020. Pour endiguer la pénurie d'eau dans le pays, les autorités vont ajouter 6 barrages aux 34 déjà existants, et les précipitations en Tunisie atteignent désormais environ 30 milliards de millimètres cubes. Des questions sur la Tunisie, Sarah Martinez ? Oui, Sophie de Toulon trouve que c'est inadmissible que la répartition d'eau ne soit pas égale en Tunisie. Quelles sont les solutions ? Quand on désespère, je dirais ça, quand on désespère d'une situation, on en appelle toujours à Dieu. On va tout de suite prendre la direction de la Casbah de Tunis, là où s'est déroulé dimanche dernier une prière pour la pluie dans l'une des grandes mosquées de la capitale tunisienne. Une prière organisée par les autorités, le ministère des Affaires religieuses tunisien. Ainsi, les fidèles sont venus s'amasser et ont prononcé le Salat al-Istika, l'équivalent pour les juifs du Mashiv Harouar ou Morid Ageshem, la prière que l'on effectue chaque jour, dans la tradition musulmane. Elle est prononcée de façon exceptionnelle, et lorsque la sécheresse persiste, et cette prière a une dimension mystique et signe de mauvais présages dans le monde musulman. On va écouter tout de suite le ministre des Affaires religieuses. On a fait cette prière parce que, comme tout le monde le sait, depuis quelques mois, le taux de pluviométrie est très bas, et à chaque fois où la pluie tarde, les musulmans
Alors l'initiative a fait réagir les internautes tunisiens sur le net et sur les réseaux sociaux, principalement Twitter et Facebook. On va voir quelques messages que j'ai sélectionnés. Il y a Ella M qui dit « Bon, visiblement, la pluie ne va pas respecter la procédure du ministre des Affaires religieuses » où il y a Papillon qui écrit « Ça aussi, ça donne une indication du degré de connerie, entre guillemets, et du niveau intellectuel des charlots qui gouvernent donc la Tunisie. » Enfin, il y a aussi ce message posté sur Facebook par Sami Ben Sassi qui poste ce message incendiaire. C'est une ineptie que de faire une prière pour la pluie au XXIe siècle et qu'un État qui se dit sérieusement moderne l'officialise. C'est pour cela qu'il y a des services météorologiques. Sinon, cet État devient dangereux pour ses citoyens, surtout les plus jeunes d'entre eux, et les enfonce dans la bêtise au lieu de leur donner les clés pour la conquête du monde, l'intelligence. Alors, au-delà des messages, Valérie, qui sont postés donc sur Twitter et sur Facebook, on notera la liberté de ton qui est adopté par les internautes tunisiens 5 ans après le printemps arabe. Bon, allez, on leur souhaite en tous les cas qu'il pleuve et en tous les cas, tout est permis. L'espoir est permis. Hein. La famine qui ne menace pas que la République centrafricaine, mais aussi toute l'Afrique australe, avec cette prévision alarmante. 14 millions de personnes pourraient mourir de famine, Maurice Yverian, 14 millions. 14 millions, mais tout d'abord, une précision, l'Afrique australe, c'est ce territoire situé au sud de la forêt équatoriale africaine, comme on peut le voir sur la carte. Une population énorme, 49 millions d'habitants sur un immense territoire très difficile à gérer. Alors, la situation est dramatique dans plusieurs pays, notamment au Malawi, un pays le plus touché par le manque de pluie, avec 2,8 millions de personnes menacées par la faim. Madagascar a aussi son compte, presque 2 millions de personnes qui risquent la famine, et au Zimbabwe, 1,5 million de personnes où la récolte au Zimbabwe l'an dernier n'a atteint que la moitié de celle de l'année précédente, vu la sécheresse. Alors, résultat, hausse faramineuse des prix des denrées en Afrique australe. Le maïs, par exemple, a augmenté de 73% par rapport à son prix moyen. L'Afrique du Sud, qui fournit une grande partie des céréales de la région, va devoir importer 6 millions de tonnes de maïs, soit la moitié de sa récolte annuelle, pour faire face à la pire sécheresse dans le pays depuis 112 ans. Vous voyez, le coupable, bien entendu, là, c'est le phénomène El Niño, ce courant chaud qui dérègle pratiquement le climat dans cette région. Merci beaucoup, Jonathan Serrero. À dimanche. Et on passe tout de suite à notre séquence Génération. Elodie Azoulay va nous rejoindre dans quelques instants. Elle sera face à Maurice Yverian. En France, les mesures de lutte contre le gaspillage doivent être adoptées par le Sénat dans les prochaines semaines. Conséquence directe pour les grandes surfaces, elles ne pourront plus jeter de la nourriture et devront rendre leurs invendus impropres à la consommation. En attendant, certaines municipalités comme à Roubaix relèvent le défi zéro déchet et lancent des pilotes pour inciter leurs administrés à lutter contre le gaspillage. Regardez. Si on lui avait dit il y a 1 an qu'elle réduirait ses déchets de plus de moitié, André n'y aurait pas cru. Aujourd'hui, quand elle prépare sa salade, les épluchures vont directement au compost qui servira d'engrais naturel pour son potager. Dans ses placards, exit les emballages. D'un coup d'œil, elle sait ce qui lui manque. Un nouveau mode de vie qui a même permis à cette famille modeste de faire des économies. Parce qu'avant, je dépensais 500 € par mois de nourriture, produits d'entretien, tout compris dedans, mais je dis par mois, je finissais pas le mois. J'en avais que pour 3 semaines. La dernière semaine, je ne savais pas comment j'allais faire pour acheter à manger. Donc c'était compliqué, très dur. Qu'aujourd'hui, maintenant, je dépense 250 € par mois, donc je fais mes 4 semaines. Depuis le début de l'année, André participe au projet Zéro déchet lancé par la ville de Roubaix. Ancienne ouvrière textile, aujourd'hui au chômage, elle a suivi plusieurs ateliers et fabrique elle-même sa lessive. Dans sa penderie, il n'y a plus que le strict nécessaire. 100 autres familles se sont portées volontaires. L'objectif, réduire de manière significative la part de déchets non recyclés. Aujourd'hui, le bilan est plutôt positif. Au bout de 1 an, on a en fait une réduction de plus de 40% de la production de déchets résiduels pour 70% des familles et même plus de 80% de la production de déchets résiduels pour 25% des familles. Au final, la moyenne de production de déchets résiduels des familles zéro déchet, elle est de 58 kg par an et par habitant,
là où la moyenne roubaisienne est à 243. Petit à petit, certaines écoles et commerces de Roubaix s'y mettent aussi. Dans le restaurant de Charlotte, le mot d'ordre, c'est la chasse au gaspillage. Quand le pain sèche un peu, je le coupe en petits morceaux, j'y mets du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive, ça devient mes croûtons que je mets sur mes soupes, dans mes salades, donc ça fait un crouton top qualité. Et s'il est vraiment vieux, je le mets dans des sacs en papier, je le donne à une amie qui a des chevaux. Son nouvelle famille devrait participer au projet l'an prochain, mais pour André, tout n'est pas encore parfait. Elle attend désespérément l'ouverture d'un magasin de vente de produits en vrac à Roubaix pour encore réduire sa consommation d'emballage. Élodie Azoulay, bonjour. Vous êtes la génération 2.0 face à Maurice Yfergan. Alors Maurice Yfergan, quelle est l'ampleur du gaspillage alimentaire dans le monde? Énorme, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui estime qu'un tiers de la part comestible des aliments destinés à la consommation humaine est perdu ou gaspillé dans le monde. Alors, soit 1,3 milliard de tonnes par an et 160 kilos par an par habitant. Qu'est-ce que vous pensez de ce gaspillage, vous, Élodie Azoulay? Moi, je trouve ça très révoltant, en fait. J'ai moi-même travaillé dans un fast-food quand j'étais étudiante. Et je me suis retrouvée à plusieurs reprises face à des poubelles remplies d'hamburgers et de salades invendues. Et un jour, j'ai voulu tout simplement récupérer ces hamburgers et les distribuer aux sans-abri dans le métro. Et le lendemain, mon patron arrive et me dit... vous l'avez fait, vous avez fait le hamburger. Alors je l'ai fait, mais il faut croire que mon patron m'a vu le faire, a été mis au courant. Et je me suis retrouvée donc, le lendemain avec un blâme et la menace d'un renvoi du fast-food. Donc oui, je pense qu'il faut agir dès à présent et ça devient urgent. Oui. Ça devient urgent, oui. Qui gaspille le plus, Maurice ? Dans les pays en voie de développement, le gâchis est principalement le fait de la production, du transport et du stockage, ce qu'on a appelé tout à l'heure les pertes. Mais dans les pays développés, les pertes sont majoritairement dues à la consommation. Alors regardez ces chiffres, vous allez voir ce camembert, c'est incroyable. C'est d'abord les foyers, 42% de déchets. L'industrie agroalimentaire, 39%. Les restaurants et cantines, 14%. Et le commerce et la distribution, 5% de déchets. Vous voyez, il y a un problème de gaspillage dans les pays développés qui doit être réglé rapidement. Et c'est vrai que nous-mêmes, nous gaspillons beaucoup. Une autre question de téléspectateur, Sarah ? Oui, Marie-France de Lille veut savoir en quoi la lutte contre le gaspillage dans nos foyers peut aider à combattre la famine en Afrique. On a du mal à comprendre. Oui, c'est assez compliqué à expliquer même, parce que finalement, en gaspillant moins, on permet aux agriculteurs et aux producteurs de produire moins et mieux. Si on arrive à rétablir un équilibre, ça permettra d'avoir une société et une production agricole un peu plus viable. La question, c'est qu'aussi le gaspillage et la quantité de produits fabriqués provoquent un réchauffement de la planète, du CO2. Il faut énormément de moyens et ça provoque effectivement ce trou d'ozone et cet effet de serre, mais aussi ça provoque des besoins en eau énormes que n'ont pas toujours les pays producteurs. Merci à vous trois. Demandez donc une boîte pour repartir avec ses restes de repas au restaurant. C'est une pratique très habituelle outre-Atlantique, mais encore bien timide en France. Depuis le 1er janvier, une loi préconise le doggy bag pour réduire les déchets de la restauration. De plus, les restaurants qui produisent plus de 10 tonnes de déchets alimentaires par an ont désormais l'obligation de les trier. Regardez. Pièce du boucher et sa crème aux champignons. Dans cette brasserie parisienne, la plupart des clients apprécient leur plat jusqu'au bout. Mais pour les petites fins, il est possible de partir avec ses restes dans une boîte à emporter, le doggy bag. Et voilà mon petit Olivier. Voilà. Moi, je vais pouvoir faire un deuxième repas avec ce que je vais récupérer de la nourriture que je n'ai pas consommée ici. Donc, c'est quand même une excellente chose et une excellente initiative. Une initiative venue tout droit des pays anglo-saxons où les restes ne sont plus pour le chien depuis longtemps. En France, chaque année, plus d'1 million de tonnes de nourriture sont jetées par la restauration. Mais depuis le 1er janvier, une loi pourrait contribuer à changer les mentalités. Les restaurateurs qui produisent plus de 10 tonnes de déchets alimentaires par an ont désormais l'obligation de les trier. Une incitation donc à les réduire en proposant notamment des doggy bags.
C'est pas dans nos habitudes à nous Français d'exercer cette pratique-là. Nos ratios sont quand même bien déterminés. Les assiettes sont faites de manière à ce que nos clients mangent tout ce qu'il y a dans l'assiette. Pourtant, selon une étude de la DRAF Rhône-Alpes, 95% des consommateurs seraient prêts à demander un doggy bag. Mais dans la pratique, ils sont peu nombreux à le faire. Alain Fontaine, lui, y croit. Ce restaurateur parisien recycle ses déchets organiques depuis déjà 2 ans. Écologie oblige, anti-gaspillage aussi, économie tout court. Ça rentrera dans les mœurs et je suis sûr que dans quelques années, d'abord les takeaways, tous les restaurateurs en auront et la plupart des clients le demanderont. Pour les restaurants, leur responsabilité s'arrête à partir du moment où le client a pris sa boîte à emporter. Et on passe à la rubrique sport avec vous, Samuel Calvo. Bonjour. Bonjour. On va commencer tout de suite avec les qualifications pour le 3e tour de l'Open d'Australie à Melbourne. Oui, alors Djoko a disposé du jeune Quentin Alice en 3-7, 6-1, 6-2, 7-6. Un match plutôt facile pour le Serbe. En revanche, c'est le journal italien Toto Sport qui divulgue une information remettant en question sa défaite en 2007 contre Santoro à Bercy. Donc, on va écouter la réaction du gagnant Djokovic. Je n'ai rien à dire sur ce match. J'ai perdu et alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train d'essayer de créer comme fausse rumeur, mais ça arrive aux joueurs les mieux classés de perdre au premier tour de certains tournois. Tout cela est absurde. Rien n'est vrai. Je n'ai rien à rajouter. Samuel, les Français, comment ils s'en sortent ? Pour les Français, c'est plutôt pas mal avec Gaël Monfils qui a montré aucun signe de faiblesse jusqu'ici puisqu'il s'impose en 3-7, 7-5, 6-4, 6-5 contre Nicolas Mahut. Le Français qui n'a pour l'instant, il affrontera Stéphane Robert, 35 ans, 226e mondial pour le 3e tour. D'ailleurs, il y a un autre Français qui tient bien le rythme, et avec la classe en plus, c'est son gars. Avec très grande classe, donc il s'est qualifié pour le 3e tour en battant Omar Jessica en 3-7, 7-5, 6-1, 6-4. À noter que le Manceau a fait preuve d'une grande classe, donc avec une ramasseuse de balles qui s'est pris une balle en plein visage, et on écoute donc son gars. Ça m'a semblé normal de l'aider et de l'accompagner vers des personnes qui pourraient prendre soin d'elle. J'espère qu'elle va mieux maintenant. J'ai demandé à l'arbitre de chaise pendant le jeu et il a dit que ça allait. Mais bon, il ne faut pas trop faire confiance à ces arbitres. Allez, une bonne action du Français sur le cours de Melbourne. Son gars qui affrontera un autre Français, Pierre-Hugues Herbert, pour une place en 8e de finale. Et puis comme chaque fois avec vous, Samuel Calvo, des images de sport extrême. Vous aimez ça, hein ? J'adore ça, oui. Et là, ce coup-ci, on part à Kitzbühel en Autriche pour une course de voiture plutôt intense. En fait, c'est des sportifs de différents sports qui ont tenté l'expérience de piloter des voitures de 600 chevaux. Donc entre drift et glisse, on peut voir ces images impressionnantes. Ça va très vite. Et il faut noter que c'est Henrik Kristoffersen, le champion de slalom de ski, et Andrea Dovizioso, la star de MotoGP, qui termine premier de la course en équipe. Donc. Merci Samuel. Allez, c'est l'heure de passer à notre séquence maquillage. Nous sommes une femme sur 2, figurez-vous, à porter des lunettes de vue. Et beaucoup d'entre nous ne savent pas se mettre en valeur ou bien on perd patience parce qu'on ne voit rien. Le matin, on se décourage vite, on n'a pas beaucoup de temps. Conclusion, on sort sans maquillage. Bonjour Yael Arboun. Bonjour Valérie. Bienvenue, vous êtes Samuel. notre maquillage professionnel, notre maquilleuse professionnelle. Alors comment faut-il se maquiller quand on porte des lunettes et quelles sont les astuces à adopter ? Alors, les astuces, dans un premier temps, c'est vrai que le matin, on n'a pas le temps, on est pressé et puis on n'y voit rien, des fois dans sa salle de bain. Alors, j'ai pensé à vous, mesdames, à acheter un miroir grossissant, qu'on va voir d'ailleurs en image. Vous avez trouvé un super miroir avec une lumière intégrée qui imite la lumière du jour. Voilà, ce qui donc permettra l'ustensile à avoir en urgence quand on a des lunettes le matin. Et puis ce qui permettra, Valérie, de ne pas sortir avec, en étant tout orange. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi il faut un maquillage spécifique? C'est une bonne question. Il faut un maquillage spécifique parce que, suivant la correction des lunettes, vous allez avoir soit, derrière les verres bien sûr, soit les yeux tout petits, soit les yeux bien plus gros. Ça agrandit ou ça rapetissait en fait les yeux. Donc avec Capucine qui s'est prêtée
à la démonstration. Voilà, qui fait la tête elle est jolie avec ses lunettes elle est très, très jolie. Elle est venue, donc voilà, vous voyez, elle boude. Elle a plein de petites taches au niveau du teint, donc bien sûr, on va faire le teint. Et puis sur ses yeux, on appliquera donc l'anti-cerne, qui est le produit miracle. Mesdames, je répète, je reviens sur cet anti-cerne qui est splendide, à appliquer donc au contour des yeux. Et puis, on va continuer avec des lumières. Alors, des lumières, des fards lumineux. Vous voyez, je vous en ai trouvé une. Là, c'est super. Il y en a qu'une à acheter, finalement, avec des fards plus foncés. Donc, la méthode, c'est un fard clair sur la paupière et un fard foncé au coin externe des yeux. Un mascara waterproof. Alors, waterproof. Pourquoi ? Parce pour éviter les larmes. Oui, on n'évite pas les larmes, mais surtout pour éviter les traces sur les verres de lunettes, c'est pas super. Donc on va prendre un maquillage, un mascara waterproof. Et puis pour les personnes donc hypermétropes, presbytes, astigmates, pour celles les lunettes qui grossissent en fait les yeux, on va pouvoir s'amuser sur des charbonneux qu'on a vus la semaine dernière. On va pouvoir s'éclater à donner de l'intensité au regard. On va pouvoir aussi focuser sur les lèvres, mettre un rouge à lèvres mat rouge. Alors, il existe selon les marques des rouges à lèvres mat ou sinon des crayons rouge à lèvres mat. Je vois que vous êtes venu avec vos lunettes, alors restez avec nous. Dans quelques instants, le grand dossier de la semaine sur les femmes et la voiture, ça vous va très bien. Nous verrons que l'égalité face à la conduite n'est pas encore acquise, mais nous parlerons aussi voyage et gastronomie. On se retrouve tout de suite après la pub. Restez là.